Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est consacrée au numéro de déclaration d'activité. Vous le savez, c'est le numéro qui va vous faire entrer dans le monde de la formation professionnelle, qui va faire de votre entreprise un organisme de formation. Et alors autant, il y a quelques mois, il y a quelques années, avoir son numéro de déclaration d'activité, c'était quelque chose d'hyper simple, hyper facile. Il suffisait d'envoyer ses documents et l'adresse vous délivrait votre NDA dans la foulée. Autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, on va le voir. Et donc cette vidéo, ce sera l'occasion de faire un tas de choses ensemble. D'abord, on va voir pourquoi c'est plus compliqué et est-ce que effectivement c'est plus compliqué? Est-ce qu'on a des chiffres qui le prouvent? On a sorti des chiffres qui sont hyper sympas et qui vous montrent que effectivement aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué d'avoir son numéro de déclaration d'activité. Après ça, je vous montrerai concrètement comment on fait pour obtenir son numéro de déclaration d'activité. Vous savez qu'il y a un certain nombre de documents de base qui doivent être à l'appui de votre demande de déclaration d'activité. Donc on passera en revue quels sont les documents et comment ne pas faire d'erreur. Dans une troisième partie, je passerai en revue les documents complémentaires qui peuvent vous être demandés par l'adresse. Je dis qu'ils peuvent vous être demandés, mais en réalité, ils vous sont demandés tout le temps. Et si vous les envoyez pas, vous vous tirez une balle dans le pied. Je passerai en revue ces documents complémentaires que vous devez joindre à votre déclaration d'activité. Et dans une quatrième et dernière partie, je parlerai des erreurs les plus fréquentes, les erreurs qu'on voit toujours dans les déclarations d'activité qui sont refusées. Je vous rappelle que je suis président de DigiCertif. DigiCertif qui est un organisme qui aide les organismes de formation à se structurer pour l'obtention de leur NDA, mais aussi pour le passage de la certification Calliope. Et donc des NDA, on en a fait déjà passer plusieurs centaines et on a vu effectivement qu'il y avait des erreurs qui revenaient très régulièrement. Et donc cette dernière partie, ce sera l'occasion de présenter ces erreurs qu'on retrouve très régulièrement. Alors il y a notamment le fait de ne pas présenter les cas d'interruption de la formation, ça revient tout le temps. Le fait de ne pas personnaliser le programme de formation ou de ne pas le dater, ça aussi ça revient tout le temps. Bref, on prendra les erreurs les plus courantes qui nous paraissent des évidences, mais qui en réalité, on le sait, sont hyper complexes à appréhender quand on ne connaît pas le truc. Je vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble de ces informations par écrit directement sur le site de DigiCertif, puisqu'on fait des comptes rendus systématiques de toutes les vidéos. Et si vous voulez faire des copier-coller ou si vous voulez, bref, utiliser l'ensemble du contenu qu'on propose, n'hésitez pas à retourner sur le site internet de DigiCertif. Mais on commence tout de suite, c'est parti! Allez, donc c'est parti. Donc on va passer cette vidéo en revue. Je vous ai fait quelques slides qui me paraissent assez importantes pour bien appréhender, pour bien comprendre la manière dont on doit bosser sur le NDA. Donc c'est parti. Alors je vous le disais, donc d'abord on va expliquer la difficulté grandissante qu'on observe pour obtenir son NDA aujourd'hui. Ensuite, petit rappel que j'ai oublié de vous présenter dans l'intro tout à l'heure, petit rappel sur la vocation de la déclaration d'activité de formation, parce que ça c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête tout au long de son cheminement vers l'obtention du NDA. Retour sur les documents de base qui sont exigés par l'adresse, les 3 documents classiques, vous les avez en tête. Donc le bulletin numéro 3 de casier judiciaire, le numéro d'attribution sirène et la première convention de formation. Et enfin, 5 erreurs fréquentes à ne surtout pas commettre au moment de votre dépôt. Alors, on y va de suite et on va parler d'abord de la difficulté grandissante d'obtenir son numéro de déclaration d'activité aujourd'hui. Donc, je vous le disais, moi je suis dirigeant de DigiCertif, une société qu'on a créée en 2020 et qui aide les organismes de formation à se structurer et à passer la certification Calliope. Et donc rapidement, vous vous en doutez, donc on a vu apparaître un certain nombre de nos partenaires qui nous demandaient non seulement d'obtenir pour eux, de les aider en tout cas à obtenir la certification Calliope, mais aussi de travailler en amont sur l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Et donc depuis 2020, on en a fait passer des centaines et des centaines de numéros de déclaration d'activité et on a constaté dans un premier temps qu'il y avait une vraie explosion du nombre de demandes de NDA. Ça a explosé ces dernières années et on n'avait pas de difficulté particulière à instruire les dossiers au début dans la mesure où on avait un taux de réussite qui était extrêmement élevé. Globalement, on était, alors déjà, on observait sur le marché de manière générale un taux de réussite qui était de l'ordre de 90%, mais nous, comme on connaissait très bien le sujet, on avait encore moins de difficultés et donc on était même au-delà de 90%. De temps en temps, on avait un refus, mais il suffisait de redéposer et donc je vous rappelle qu'on peut redéposer dans les 15 jours qui suivent la décision de l'adresse. Et dès le redépôt, on a obtenu le numéro de déclaration d'activité sans encombre. Aujourd'hui, on constate que les choses sont de plus en plus difficiles et on observe de plus en plus de refus. Donc ça a commencé il y a à peu près 1 an. Là, cette vidéo, je la fais en fin d'année 2024. Donc ouais, c'est au début de l'année 2024 qu'on a commencé à avoir des premiers refus pour des raisons qu'on ne comprenait pas trop. Et en fait, depuis, ça n'a fait qu'augmenter. On n'a pas malheureusement de chiffres qui soient disponibles au niveau national et qui puissent appuyer ce que je viens de vous dire. On n'a pas de communication officielle des services de l'État qui nous serait
donné sur le taux de refus au niveau national du numéro de déclaration d'activité, mais néanmoins, en fouillant, on a trouvé un rapport, le rapport d'activité du service de contrôle de la formation professionnelle de la DREETS d'Occitanie. Et ce rapport nous donne des chiffres qui sont hyper intéressants. Alors naturellement, je pense qu'on peut se baser sur, en tout cas ça nous donne un insight sur ce qui se passe au niveau national. C'est peut-être pas des chiffres applicables pour l'ensemble du territoire national, mais en attendant, ça nous donne une indication. Et donc voici les chiffres que vous trouverez en Occitanie de 2019 à 2023. On observe qu'en 2019, vous aviez donc 1751 demandes déposées pour un taux de refus qui était à 15%. Et en 2023, donc vous voyez qu'entre-temps, ça ne cesse d'augmenter. En 2023, on est à 3640 demandes pour 35% de refus. Je vous ai consolidé ça dans un petit tableau. Donc on voit concrètement deux leçons qu'on peut tirer. C'est la première, c'est qu'il y a une explosion du nombre de demandes. Ça, c'est ce que je vous disais en guise d'introduction. Et que cette explosion du nombre de demandes s'accompagne d'une explosion du nombre de refus qui est au moins proportionnel. On le voit de 2019 à 2023, on est passé donc de 15,42 à 33,21, on était à 35% je disais, mais en fait c'est 33,21% de refus, c'est absolument énorme. En gros, voilà, c'est 35%, vous l'avez en tête, on est à quasiment un tiers de demandes qui sont refusées. Alors on n'a pas encore de chiffres sur le taux de refus 2024, mais c'est certain qu'il sera encore supérieur à 35%, puisque nous ce qu'on peut voir auprès de nos partenaires, c'est qu'on est quasiment à 50% aujourd'hui, alors pas sur les dossiers qu'on instruit évidemment, mais sur les dossiers qui sont déposés librement et sans accompagnement par nos partenaires, on a un taux d'échec qui est au moins à 50% pour les raisons que je vous évoquerai en fin de vidéo, des petites erreurs souvent, mais en attendant des erreurs, et ce qui fait qu'on doit attendre avant de pouvoir redéposer. Donc conclusion, si vous êtes en phase de dépôt de votre NDA, je ne peux que vous encourager à vous préparer, sous peine de voir votre demande de NDA refusée. Aujourd'hui, ça ne s'improvise plus, c'est plus comme avant, et donc il faut absolument préparer sa demande. Maintenant qu'on a fait cette petite introduction, donc je voulais vous rappeler quelques mots sur la vocation de la déclaration d'activité de formation. Je pense que c'est absolument nécessaire parce que c'est la base de votre demande et c'est ce qui doit guider toute votre démarche, tout au long de l'édition, de la création de votre dossier de NDA. C'est quelque chose que vous devez garder constamment en tête. La demande de NDA, c'est une demande de déclaration d'activité pour de la formation professionnelle et seulement de la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la formation que vous délivrez, elle doit avoir une vocation professionnalisante. Et donc là, les cas d'usage, on les trouve sur le site du service public. Les cas d'usage d'une vocation qui est professionnelle, c'est soit entrer ou se réinsérer sur le marché du travail, soit s'adapter aux évolutions de votre poste, soit changer d'orientation, soit gérer la fin de sa carrière professionnelle. Mais donc, voilà les cas qui justifient une formation qui serait professionnelle. Le reste, c'est de la formation pour du loisir ou pour toute autre chose, mais ce n'est pas de la formation professionnelle. Et quand vous envoyez votre dossier à la DREETS, vous devez absolument faire en sorte de prouver que le bénéficiaire de votre formation poursuit d'abord et avant tout un objectif professionnel et que c'est précisément pour ça qu'il a fait appel à vos services. C'est absolument capital, sinon vous raterez, même avec tous les documents du monde, vous raterez. Cet objectif, il doit d'ailleurs être rappelé au moment du dépôt de votre demande, puisque vous devez décrire non seulement la situation de votre bénéficiaire, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est freelance, est-ce qu'il est à son compte, bref, tout ce que vous voulez, mais également vous devez décrire les objectifs qu'il poursuit en décidant de bénéficier de votre formation. Ça doit apparaître dans le contrat de formation professionnelle ou dans la convention de formation professionnelle et potentiellement aussi dans le programme de formation, mais ça doit être très clairement établi dans les documents que vous allez transmettre à la DREETS. Alors, ça ne signifie pas nécessairement que vous devez proposer des formations dans des domaines qui seraient des domaines classiques de la formation professionnelle. En effet, donc on a un certain nombre de partenaires qui nous contactent et qui nous disent « Ah mais du coup, je suis obligé de délivrer des formations en bureautique, sur Excel, en marketing ou je sais pas quoi ». Non, c'est pas du tout le cas. Tous les domaines sont ouverts. Simplement, je vous le disais, il faut que vous prouviez qu'on est dans une démarche qui est professionnelle. Et donc ça peut être, c'est pas parce que c'est professionnel que c'est nécessairement en bureautique. Ça peut être en boulangerie ou que sais-je. Mais en attendant, il faut qu'il y ait une vocation professionnelle à tout ça. Il faudra notamment, parce que ça aussi je me permets de le signaler, parce qu'on a énormément de demandes dans ce domaine. Si vous proposez des formations qui sont en bien-être, en massage, en esthétique ou ce genre de choses, ça ne veut pas dire que votre démarche, votre projet est mort dans l'œuf, pas du tout. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'il faudra bien prouver que vous êtes dans une démarche professionnelle et que les formations que vous proposez vont permettre à votre apprenant de développer sa carrière.
Pour vérifier, c'est pas si compliqué, donc vous pouvez vous rendre sur le site de France Compétences. Le France Compétences qui est l'organe en France qui est chargé de l'enregistrement et de la mise à jour des certifications professionnelles inscrites au RNCP et au RS, donc les certifications professionnelles françaises. Et donc c'est l'organe globalement qui est chargé de la régulation de la formation professionnelle. Il suffit d'aller, on va le faire ensemble d'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de France Compétences. Si vous vous rendez directement sur le site de France Compétences, si on utilise par exemple, je vous parlais tout à l'heure des massages, voilà, en tapant massage sur le moteur de recherche de France Compétences, on va voir immédiatement quelles sont les certifications professionnelles existantes dans le domaine du massage. Et on peut voir dès ici, donc sur le site, que vous avez un certain nombre de certifications professionnelles existantes dans le domaine du massage. Et donc ça vaut le coup, donc non pas de se rattacher directement, parce que ça vous ne pouvez pas le faire, mais en tout cas de vous inspirer de ce qui est fait en la matière, de manière à prouver qu'effectivement vous êtes dans une démarche professionnelle concernant la réalisation de vos formations. Là en l'occurrence j'ai pris l'exemple du praticien en massage. On peut lire dans les objectifs et contextes de la certification que le praticien en massage bien-être est un professionnel des techniques de relaxation et des techniques de bien-être qui a pour objectif de procurer une détente corporelle et une relaxation à son client. Les prestations qu'il propose visent à améliorer le bien-être de ses clients en utilisant différentes approches et techniques de massage bien-être. Il prend en charge ses clients de l'accueil jusqu'à la réalisation des soins. Donc on voit bien qu'on n'est pas ici dans une démarche de massage loisir, on voit bien qu'on est dans une démarche professionnelle, c'est ce que vous devrez prouver dans tout votre dossier. Donc j'insiste bien, quitte à être un peu lourdeau dans l'approche, mais au moins je suis sûr que vous le retiendrez, les formations que vous proposez doivent permettre la poursuite d'un objectif professionnel, gardez-le en tête. Partie 2, donc on poursuit avec les documents de base de votre demande, de votre déclaration d'activité de formation. Alors, là c'est l'article R6351-5 du Code du travail qui dicte les documents que vous devrez fournir obligatoirement. Il y en a 3 globalement. Donc la première, je vous le disais, c'est une copie justificative d'attribution du numéro sirène. Ensuite, le second, c'est le bulletin numéro 3 du casier judiciaire du dirigeant. Et le troisième, c'est la première convention ou le premier contrat de formation professionnelle. Les deux autres, je dis que ce ne sont pas des documents de base. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y en a un, le quatrième, donc c'est les statuts, mais ça concerne seulement les CFA. Si vous êtes organisme de formation, vous ne devez pas le fournir. Et le cinquième, c'est une évocation de documents qui est un peu plus large et donc qui ne cite pas précisément lesquels, mais on les verra par la suite, en réalité on les a en tête. Mais les documents qui sont cités, donc on peut lire les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation, aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leur titre, qualité, blablabla. Bref, tout ça pour dire que les 3 documents qui sont précisément cités, ce sont les 3 premiers: attribution du sirène, casier judiciaire et première convention ou premier contrat de formation professionnelle. Donc on va étudier d'abord ces 3 documents de base. Alors, document numéro 1, le justificatif d'attribution du numéro sirène. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous vous rendez sur le site, voilà, ici je vous avais mis le lien, vous vous rendez sur le site de l'INSEE. Une fois sur le site, vous rentrez directement 89, hop, je vais rentrer le sirène de DigiCertif et donc immédiatement, vous trouvez ici DigiCertif, entreprise, établissement, blablabla. Vous avez qu'à vous rendre en bas de la page et vous faites télécharger l'avis de situation. Et voilà. Le tour est joué pour ce premier document, vous n'avez rien de plus à faire que ça. Vous le trouvez donc ici. Pas de difficulté particulière donc pour ce document, si ce n'est que vous devrez fournir un justificatif d'attribution de moins de 3 mois. Gardez-le bien en tête au moment de faire votre demande, ce serait quand même dommage de voir votre demande refusée parce que votre document est trop ancien. Document numéro 2, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire du dirigeant. Alors là aussi, il faut vous rendre sur le site du ministère de la Justice. Vous avez une page qui est spécialement dédiée à cette demande-là. Il n'y a pas de difficulté particulière, je ne vais pas le faire ici, mais franchement, en allant sur le site, vous trouverez, tout est bien expliqué. Vous rentrez vos informations, vous recevez une confirmation par email. Donc d'abord, effectivement, il faut se connecter avec ou sans France Connect, ça c'est vous qui voyez. Vous faites votre demande, vous allez recevoir une confirmation par email et dans la foulée, vous recevez votre extrait de casier judiciaire, soit par mail, soit par courrier postal. Donc bref, pas de difficulté, vous pouvez le faire sans problème. Là encore, soyez sûr de bien respecter les délais. Il vous faut un casier judiciaire qui soit de moins de 3 mois au moment de la transmission du dossier. Donc là aussi, faites bien attention, ce sont des erreurs courantes qui sont vraiment bêtes.
et qu'on peut éviter. Troisième document, la première convention ou le premier contrat de formation professionnelle. Alors là, ça se gâte vraiment parce que c'est l'aspect là le plus complexe de la demande de NDA, je pense, parce que cette convention ou ce contrat que vous allez fournir, il doit être ou elle doit être hyper exhaustive et rassembler toutes les informations qui sont exigées par la DREETS. C'est aussi assez complexe dans la mesure où, suivant qu'on s'adresse à une convention de formation ou à un contrat de formation professionnelle, les exigences ne sont pas les mêmes. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de spécificités qu'il faudra avoir en tête, ce qui fait que c'est vraiment compliqué et ce qui fait qu'on trouve énormément d'erreurs ici. Je vous rappelle, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, une convention de formation, c'est un contrat qui est passé entre une entreprise et un organisme de formation, alors que le contrat de formation, c'est un contrat qui est passé entre un particulier et un organisme de formation. Donc globalement, que ce soit l'un ou l'autre, vous devez retrouver dans ce contrat ou dans cette convention de formation l'intitulé de la formation, donc évidemment, quel est le titre de la formation, comment est-ce qu'elle est présentée. Vous devez retrouver les objectifs qui sont poursuivis par le bénéficiaire. Donc là, dans cette partie, vous devez expliquer pourquoi le bénéficiaire a fait appel à vos services et qu'est-ce qu'il attend concrètement. Ce sont des achievements, ce sont des réalisations concrètes. Qu'est-ce qu'il saura faire après votre formation qu'il ne saurait pas faire avant. Vous devez retrouver le programme de la formation. Donc là encore, le programme, il doit être bien détaillé. Je vous en reparlerai dans la dernière partie au sujet des erreurs courantes qu'on voit. Donc il y en a beaucoup sur le programme de formation. Je vous en reparle juste après. Mais ce programme, il doit être bien détaillé. Comment est-ce que vous allez permettre à votre apprenant d'atteindre ses objectifs professionnels et notamment d'apprendre tout ce que vous voulez lui apprendre. Vous devez préciser la durée de la formation, la durée qui doit être exprimée en jours. Vous devez donner la date et l'heure également et le lieu de déroulement de la formation avec ses horaires précises en expliquant quand est-ce que vous commencez et quand est-ce que vous finissez la journée. Vous devez aussi préciser la liste des bénéficiaires de la formation, combien vous aurez d'apprenants le jour ou les jours où vous allez délivrer votre formation. Il faudra également préciser le coût de la formation, qu'on soit sur un contrat ou sur une convention, donc c'est pareil, vous devrez préciser le coût hors taxe ou TTC suivant si vous allez faire ou suivant si vous êtes soumis ou pas à la TVA. Vous devrez préciser, c'est très important, les modalités de paiement de la formation et sur ça on ne peut pas tout faire. Notamment vous devez respecter les règles qui sont relatives au délai de rétractation. Je vous rappelle qu'on ne peut pas demander si on est par exemple dans un cadre B2C et si vous êtes face à un contrat de formation professionnelle, vous ne pourrez pas demander le paiement d'avance de la totalité de la prestation ni même un acompte qui serait supérieur à 30% de la somme. Et en plus de ça, vous devrez attendre que le délai de rétractation de l'apprenant soit passé. Je vous rappelle le délai de rétractation de 14 jours. Donc ça aussi, ça devra être précisé dans la convention ou le contrat de formation professionnelle que vous allez délivrer. Ben voilà, j'en parlais juste avant. Donc l'existence éventuelle de ce délai de rétractation, il doit être précisé dans le contrat de formation professionnelle. Le délai de rétractation de 14 jours, il devra clairement être écrit dans le contrat de formation que vous allez signer avec votre apprenant. Et donc, comme je vous le disais, cette convention, ce contrat de formation, c'est de loin là où on retrouve le plus d'erreurs. Donc il convient d'être hyper vigilant dans la réalisation de ce contrat ou de cette convention de formation parce que c'est de loin l'endroit où l'on retrouve le plus d'erreurs. Pour la réalisation de cette convention ou de ce contrat, vous avez deux solutions en réalité. La première, même si c'est un peu l'artillerie lourde, mais c'est peut-être pas mal si vous en avez les moyens de faire appel à un avocat, vous lui expliquez les exigences, s'il les a pas en tête, les exigences de la DREETS dans le cadre d'un dépôt de déclaration d'activité de formation. Et puis lui saura vous faire une convention ou un contrat qui sont conformes en précisant l'ensemble des documents que je vous ai évoqués. Si vous n'avez pas les moyens de faire appel à un avocat, je vais vous le mettre en bas de la vidéo, mais nous on propose au sein de DigiCertif donc un document qui est prêt à l'usage, un document où vous n'aurez plus qu'à remplir les informations relatives à votre organisme de formation. Donc vous verrez sur le document, les passages que vous devez remplacer sont en jaune, c'est pas mal aussi. Vous récupérez le document, vous l'adaptez et derrière vous avez un contrat ou une convention de formation qui est conforme. Il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour le télécharger. Alors après ces trois documents de base, donc vous avez, je vous disais tout à l'heure, des documents qui sont d'ordre secondaire et en effet dans l'article que je vous ai lu tout à l'heure du Code du travail, on peut lire les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés. Donc concrètement, quels sont ces documents? Il y en a trois qui sont systématiquement demandés dans le cadre de ce 5e alinéa. Le premier, c'est le CV des formateurs. Donc là, c'est quelque chose d'assez logique. Vous devrez prouver via le CV des formateurs, via leur parcours, que ceux-ci sont effectivement aptes et qui sont en capacité, qu'ils ont l'expertise nécessaire pour délivrer les formations que vous proposez. Je pense que vous le comprenez assez bien, il faut pouvoir être expert dans son domaine pour pouvoir donner des formations et donc effectivement vous devrez fournir le CV de l'ensemble des formateurs auxquels vous allez faire appel. À ce sujet, l'ensemble des formateurs auxquels vous allez faire appel,
il faudra les lister. Et donc vous devrez proposer un tableau avec la liste des formateurs qui interviendront dans vos formations et en précisant à quel moment est-ce qu'ils vont intervenir. Et enfin, c'est le dernier document, vous devrez fournir le programme de la formation. Et alors là, je vais faire un petit focus sur le programme de la formation parce que c'est un document qui est particulièrement complexe à fournir. Je vais peut-être pas vous énumérer l'ensemble des informations que devra préciser le programme parce que vous voyez qu'il y en a pas mal. Vous devrez préciser la durée de la formation, le lieu de la formation, le public concerné, les prérequis éventuels, est-ce que pour suivre votre formation, vous avez besoin de connaissances spécifiques, le tarif, les modalités d'inscription, le nombre minimum et maximum de stagiaires, l'accessibilité handicap, les objectifs de la formation, le contenu de la formation et l'organisation de la formation. Bref, tout ça devra être présent dans le programme, mais surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le programme, vous devrez le personnaliser en fonction des besoins de votre apprenant. Et enfin, ce qui est important, c'est de garder en tête que le document, le programme que vous allez fournir, il doit absolument être daté sous peine de caducité. Si vous ne le datez pas, eh bien votre demande de NDA tombe immédiatement à l'eau. Voilà pour cette deuxième partie. On enchaîne directement avec la troisième partie qui est relative aux grandes erreurs à ne pas commettre au moment de faire votre demande. On va en citer 5 donc. La première, c'est la non-évocation du délai de rétractation. Alors, dans un contrat de formation professionnelle, il doit impérativement figurer parce que ce délai de rétractation, il existe de droit. Vous avez un délai de rétractation dans le cadre d'un contrat qui est passé entre un particulier et un organisme de formation. Donc le particulier a un délai de rétractation de 10 jours minimum et s'il a signé en ligne, il a 14 jours pour se rétracter. Et donc ces 10 jours et 14 jours, vous devez les faire figurer dans le contrat de formation que vous allez proposer à votre apprenant. C'est absolument obligatoire. Dans une convention de formation, donc, si vous contractez avec une entreprise, là c'est un peu différent. Le droit de rétractation, il ne s'applique que si 3 conditions sont remplies. D'une part, le contrat est conclu hors établissement, donc par exemple au téléphone ou en ligne. D'autre part, l'objet du contrat est hors du champ d'activité principal de l'entreprise acheteuse. Et enfin, l'entreprise acheteuse emploie 5 salariés ou moins. Et donc là aussi, qu'on soit face à un contrat ou face à une convention de formation, vous devez impérativement mentionner quelles sont les exigences, quel est le cadre légal en ce qui concerne le délai de rétractation. Ça doit obligatoirement être mentionné dans votre document, dans le contrat ou la convention que vous allez passer. Deuxième grande erreur qu'on retrouve très souvent, c'est la non-évocation de la situation du bénéficiaire. J'ai bien insisté tout à l'heure à ce sujet, mais là aussi il faut bien l'avoir en tête. Donc quand vous allez délivrer votre formation professionnelle, celle-ci poursuit un objectif professionnel pour votre bénéficiaire et donc il faudra dans un premier temps décrire la situation du bénéficiaire, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, afin de mieux exprimer derrière quels sont ses objectifs. Donc il est absolument nécessaire et essentiel de préciser si le participant à votre formation, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est travailleur indépendant, bref, sa situation professionnelle, elle doit être parfaitement décrite dans le contrat de formation que vous allez passer, c'est indispensable. Troisième erreur qui est très courante, c'est la mauvaise description de l'objectif du bénéficiaire. Donc c'est un peu le pendant de la situation du bénéficiaire, dans la mesure où je vous le disais, la première partie, ça consiste à décrire la situation professionnelle du bénéficiaire. La deuxième partie consiste à décrire ses objectifs, où est-ce qu'il en est et où est-ce qu'il va. Et donc vous devrez décrire dans votre contrat, précisément, vous devrez décrire l'objectif professionnel du bénéficiaire. Pourquoi est-ce qu'il suit votre formation et qu'est-ce qu'il va chercher à travers elle. Là, donc je vous le disais, vous avez 3 possibilités. Soit le bénéficiaire veut évoluer dans son parcours professionnel actuel, soit vous l'aidez dans le cadre d'une reconversion, soit vous soutenez un projet de création d'activité professionnelle. Quatrième grande erreur, le programme de formation qui serait non personnalisé. Alors là, c'est une erreur qui est hyper courante, dans la mesure où on a tendance à penser que le programme de formation, c'est quelque chose qui est standardisé et qui va pour n'importe quel apprenant auquel vous allez délivrer votre formation. En réalité, c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout ce que demande l'ADRETS. L'ADRETS demande à ce que vous personnalisiez en fonction du bénéficiaire de votre formation. Donc ce n'est surtout pas un document qui serait standardisé, certainement pas. C'est un document qui prend en compte donc les éléments qu'on a donnés juste avant, la situation du bénéficiaire et ses objectifs in fine, de manière à donner un programme qui soit conforme aux attentes de votre apprenant. Cinquième et dernière erreur hyper courante que je voulais partager avec vous, c'est le manque d'explication quant aux hypothèses d'interruption. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on va faire sa convention ou son contrat de formation, et pourtant, si vous ne le mettez pas, votre demande sera caduque. Mais il est absolument essentiel de préciser les dispositions prévues en cas d'interruption de la formation. L'interruption, elle peut être due à votre incapacité à vous
vous de délivrer la formation, je sais pas, vous êtes malade ou que sais-je, ou à l'absence du bénéficiaire qui ne se rend pas sur le lieu de la formation, ou si c'est en ligne, qui ne se connecte pas. Et donc dans votre contrat de formation ou votre convention de formation, vous devrez préciser ce qui se passe. Est-ce que vous reprogrammez une date? Est-ce que vous avez un remboursement partiel ou total des frais? Je sais pas, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et la manière dont vous voulez fonctionner. Ça dépend aussi de la teneur de vos formations. Est-ce que c'est des formations en présentiel, en distanciel? Ça dépend de tout un tas de facteurs, mais dans tous les cas, vous devrez préciser ce qui se passe en cas d'interruption de la formation. Donc ici, j'en ai sélectionné que 5. En réalité, il y en aurait bien d'autres à proposer. On constate des incohérences quant à la date et le lieu de la formation, notamment un certain nombre de partenaires qui ont mis une date et un lieu de formation qui ne sont pas les mêmes entre la convention de formation et le contrat d'un côté et le programme de formation de l'autre. Donc là, pareil, c'est la caducité de la demande. Absence d'informations sur les titres et les certifications préparées. Si vous préparez à des titres ou certifications, il faudra absolument le mentionner. La non-identification du tribunal compétent, il faut aussi préciser donc quel est le tribunal compétent en cas de litige. Ça aussi, si vous ne le mettez pas, votre demande elle est caduque. Ou une formation qui est trop courte. Je vous rappelle qu'on est face à une formation qui doit être professionnelle, et qui dit formation professionnelle dit que vous devez avoir le temps d'apprendre suffisamment d'éléments pour faire évoluer votre carrière. Si vous proposez une formation qui dure une demi-journée, effectivement il est possible, et il est même sûr d'ailleurs, je vous le dis d'ores et déjà, une formation d'une journée c'est beaucoup trop court, c'est pas considéré comme une formation qui serait professionnelle car beaucoup trop courte. Donc il faut que vous proposiez des formations qui soient suffisamment consistantes. Là aussi je vous invite à faire ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir vous rendre sur le site de France Compétences, et vous verrez en regardant les formations qui sont proposées, notamment dans votre domaine d'expertise, vous verrez que globalement les formations sont assez longues, donc ça aussi méfiez-vous. Il y a bien d'autres erreurs à ne pas commettre, je vous ai donné les plus fréquentes. Globalement, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet, je vais vous mettre le lien aussi. On a un programme d'accompagnement aujourd'hui au NDA. Je vous le disais, on a tellement de refus, tellement de demandes qui sont refusées par les DRETS, que désormais on a un accompagnement spécifique au NDA, une prestation de conseil qui est proposée. Donc si vous voulez aller plus loin et si vous voulez être sûr de ne pas voir votre demande refusée, n'hésitez pas à jeter un œil à notre accompagnement de manière à ce qu'on puisse vous filer un coup de main là-dessus, sur cette partie. C'est ce qu'on fait avec la plupart de nos partenaires d'ailleurs. On les aide dans un premier temps à l'obtention du NDA, et dès qu'on l'a obtenu avec eux, on passe avec eux la certification Calliope. Donc là, on passera en revue l'ensemble des erreurs de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impair, ce qui n'est pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris tout un tas de trucs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube où vous verrez tout un tas d'autres vidéos qui sont hyper sympas, qui vous aideront à bien cadrer le sujet, que ce soit le sujet d'ailleurs du NDA ou le sujet de Calliope dans sa globalité. On a sorti plein de vidéos à ce sujet, et notamment sur les cas de refus qu'on a passé un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, vous mettez un petit like aussi, ça fait plaisir et ça nous donne de la force pour continuer à faire plein de vidéos quali avec du contenu hyper sympa pour les entrepreneurs. On se retrouve très vite, que ce soit ici sur la chaîne ou sur le site de DigiCertif. À plus.